Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Arthur Tost, expert en nouvelles technologies pour la bourse au quotidien. Donc merci d'être avec nous Arthur. On va parler d'un événement qui secoue la planète finance depuis vendredi dernier. Il s'agit de la faillite de la Silicon Valley Bank, la 16e plus grosse banque américaine du jamais vue depuis 2008. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la banque était spécialisée dans le financement d'entreprises du secteur des nouvelles technologies et que près de la moitié des startups financées par des fonds américains avaient un compte au sein de la SVB. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement pour qu'on en arrive là, à la fermeture d'une telle entité financière, et pourquoi personne n'a vu venir un tel événement? Alors, que personne ne l'ait vu venir, je pense que beaucoup de gens l'ont vu venir. Le problème, c'est toujours quand est-ce que ça va se passer. C'est toujours un peu comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une spécificité de la Silicon Valley Bank, mais pour comprendre le système, il faut quand même revenir un peu plus en amont. Le système est simple. Vous avez de la liquidité. C'est la banque centrale qui définit la liquidité. Et la liquidité, elle finit globalement quasiment toujours dans une banque. Voilà. Parce que sauf rares exceptions, mais globalement, à chaque fois que vous créez une unité de valeur, $1, il finit dans une banque quelque part dans la planète. Voilà. À 80 et quelques pourcents du cas. Quand une banque centrale décide de passer d'un phénomène de QE à un phénomène de QT, elle réduit sa masse monétaire, donc elle va enlever du dollar en marché. Donc forcément, vous allez avoir des banques quelque part qui avant avaient un bilan à X et qui va passer à X moins quelque chose. D'accord? Ça, c'est le principe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une banque, ça ne garde pas son cash. D'accord? Parce que une banque, vous ne payez pas le service de la banque, ou minoritairement, mais souvent ce que la banque fait pour se rémunérer, c'est elle prend votre argent, elle va en prêter une partie, elle va investir une partie, elle va garder une toute petite partie en cash, et elle va essayer d'avoir assez de cash pour gérer les besoins des clients à court terme, et le reste, elle va l'investir. Et c'est ce qu'on appelle le roulement. D'accord? Donc du roulement, il y en a plein. Et vous avez les prêts de la banque à long terme, à moyen terme, à court terme, à très court terme, etc. Pour vous donner une idée, si on ne prend que les taux d'intérêt des États, vous avez le 2 semaines, le 3 semaines, le 1 mois, le 3 mois, le 6 mois, le 1 an, etc., etc. Et plus vous êtes dans des échéances courtes, dans du 2 semaines, etc., plus on considère que c'est proche d'un quasi-cash. Parce qu'en fait, voilà, vous avez très peu de temps à attendre pour récupérer votre argent. Donc, l'idée, elle est à peu près là. Et en fait, c'est là que se situe aussi le cœur du problème. C'est qu'une fois que votre banque, elle a reçu beaucoup de cash parce qu'il y a eu le Covid, on a inondé, etc. D'accord? Elle place ce cash. Et elle le place surtout en obligations d'État. Et en fait, les obligations d'État, quand l'État américain emprunte à 1,5% en plein Covid, il y a une banque qui lui prête et qui va mettre dans son bilan cette obligation. En mettant dans son bilan cette obligation, qu'est-ce que fait la banque? Eh ben, elle va capter ces 1,5% avec l'argent de ses clients. D'accord? Et elle va faire un rendement. Sauf qu'elle porte un risque. Ce risque-là, c'est quoi? C'est le risque de taux. Si le taux évolue, d'accord? S'il évolue à la baisse, la banque est gagnante. Pourquoi? Parce que quand un taux évolue à la baisse, une obligation prend de la valeur au niveau facial. Quand un taux, par contre, monte, l'obligation perd de la valeur au taux facial. Donc en fait, le problème, c'est pas tant que la qualité des actifs sont pas bons comme on a eu en 2008. Là, la qualité des actifs de la SVB, c'est des qualités d'actifs investment grade. Donc c'est des taux américains. Vous avez un peu de crédit immobilier, mais le problème, c'est pas que les gens remboursent pas leur crédit, etc. Par contre, le problème, c'est que les taux ont tellement monté que la valeur faciale de ces actifs a diminué. Et que s'il y a trop de monde qui vous demande du cash à un instant T, vous êtes obligé de vendre vos obligations court terme À perte. et vous ne pouvez pas les tenir jusqu'à l'échéance. Et donc, à ce moment-là, la perte qui était virtuelle devient réelle. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé en format ultra Condensé. condensé, on va dire. Et Voilà. est-ce que du coup on doit craindre un effet domino sur les autres banques américaines et européennes? Bah, en fait, ce problème-là, même si la Silicon Valley Bank, elle a un problème qui est unique, dans le sens où, comme tu as dit que c'était une banque tech, effectivement, les techs ont levé beaucoup d'argent. Donc, en levant de l'argent, c'est allé dans le bilan de la Silicon Valley, qui l'a investi. Et là, maintenant, les techs, elles ont du mal à lever de l'argent, mais elles perdent toujours de l'argent. Donc, tous les mois, elles sortent de leur compte en banque. Et donc, en fait, c'est ça qui a
entre guillemets, squeezer la Silicon Valley. C'est qu'elle n'a pas bien pensé aux besoins de financement des entités qui allaient avoir chez elle dans les années qu'elle allait suivre. Mais ça, comprendre un besoin de financement, c'est toujours un peu compliqué parce que vous êtes avec un système de confiance derrière. Et il suffit que vous ayez un tout petit peu une confiance qui diminue, etc. Et puis après, c'est la patate chaude. C'est-à-dire le premier qui sort de la banque, il aura raison, il va récupérer son cash. Et ceux d'après, ils prennent de plus en plus de risques. Et cette problématique d'avoir des bilans qui sont gorgés de dettes à plus ou moins long terme, mais qui sont des dettes sur lesquelles on fait des pertes, ça concerne toutes les banques. Ça va concerner avant tout les banques de spécialité comme la Silicon Valley Bank, qui vont avoir comme clients, typologie de clients qui ont beaucoup profité de la crise du Covid. Et ça va concerner toutes les banques plutôt mutualistes de quartier, qui vont avoir aussi tous les clients qui ont obtenu des chèques de Biden, qui ont obtenu des avantages, parce que tous ces chèques-là, ils sont allés dans la consommation, mais en partie aussi, ils ont été épargnés. Et donc, toutes ces banques de quartier, entre guillemets, aux États-Unis, elles aussi, leur bilan a lourdement augmenté, et donc, pour couvrir leur bilan, elles ont acheté des taux. Et effectivement, si demain, la population américaine commence à taper trop violemment dans son épargne, eh ben, elle va sortir du cash, et on peut avoir la même chose que pour la Silicon Valley Bank, avec les mêmes raisons, mais des acteurs qui sont un petit peu différents. Donc il y a des petites différences, mais la mécanique globale du système est la même. C'est vous achetez des taux, si les taux montent trop, votre obligation perd de la valeur faciale, et si vous êtes obligé de la vendre, vous faites de la perte. Voilà. Et qu'est-ce qui a été mis en place par les États-Unis pour un peu calmer le jeu? Le but des Américains, c'est qu'en fait, la Fed va faire. Alors, c'est pas tout à fait un quantitative easing, mais ce que la Fed propose, c'est de dire aux banques, vous avez des taux qui facialement ont une valeur qui est plus faible qu'à celle à laquelle vous l'avez acheté, et vous devez les tenir X mois avant que le gouvernement, ou X années avant que le gouvernement vous rembourse. Je vous propose de vous les racheter à la valeur d'initiation. Donc si par exemple, mettons, vous avez prêté 100 € à l'État français au top de pas de la crise, mais au top du marché, etc., des taux, et ben la Fed va vous proposer de vous les racheter 100. Et vous ferez ni gain ni perte. Mais vous récupérez juste le cash. Et donc normalement, ça vous permet de gérer un petit peu ce qu'on appelle le roulement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment vous faites quand vous êtes une banque? Vous cherchez à comprendre combien vous allez avoir besoin de cash sur des horizons de temps courts. Donc généralement, on parle de 30 jours. D'accord? Voilà. Alors il y a des banques qui sont un peu plus grandes. Vous avez des banques, par exemple Crédit Mutuel, ils prennent 60 jours. Voilà. Mais voilà. C'est variable d'une banque à l'autre. Mais en gros, on va dire que la plupart sont entre 30 et 60 jours dans le monde entier. D'accord? Donc il faut que vous ayez 30 jours de cash ou de quasi-cash. Si trop de gens sortent, eh ben, vous allez essayer de remettre du cash. Et là, effectivement, la Fed, elle fait un open bar parce qu'elle dit aux gens, écoutez, si vous voulez être sûr d'avoir beaucoup de cash, moi, je vous rachète vos obligations à concurrence de X milliards. Alors, pour le moment, on est sur 25 milliards, c'est tout petit. Ça progressera encore parce que je pense que c'est vraiment négligeable. Mais à mon avis, de toute façon, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire, en fait, tant qu'il y aura du collatéral à aller acheter, la Fed ira acheter du collatéral, etc. Et son but après, c'est de les passer aux banques, mais c'est d'éviter que ce bank run, il prenne de l'ampleur, parce qu'en fait, à ce moment-là, si vous voulez, la qualité de votre banque, la qualité des actifs de votre banque, etc., importe peu. La seule chose qui va importer, c'est la confiance que vont avoir les acteurs. Et même en France, une banque très solide s'appelle le Crédit Mutuel. Si demain, pour X ou Y raison, les gens se disent parce qu'ils ont vu un truc sur Facebook, etc., le Crédit Mutuel peut faire faillite, ça a beau être la banque la plus solide sur ses ratios financiers, du jour au lendemain, ça peut être la première en France à faire faillite, parce que si tout le monde perd confiance en la banque et commence à sortir, en fait, vous avez un phénomène qui est autoréalisateur, parce que vos investissements ne sont jamais des investissements qui sont 100% liquides. C'est des investissements qui sont court terme, moyen terme, long terme. Court terme peut être plus ou moins liquide, moyen terme, etc. peut ne pas l'être. Et donc forcément, dès que vous avez besoin de faire face à un flux de court terme, ça peut mettre en danger vos actifs de moyen et de long terme, et même vos actifs de court terme, parce que là, les taux sont montés trop vite.
Donc on a déséquilibré le marché. Et qu'est-ce que ça implique pour le secteur de la tech, tout ce problème? Bah, alors après, vous avez deux choses. Ça implique que déjà, effectivement, la Silicon Valley Bank était un acteur. 50% des biotech qui faisaient plus de 100 millions de market cap travaillaient avec la Silicon Valley Bank. La majorité des sociétés technologiques travaillaient avec la Silicon Valley Bank. 50% des 100 plus gros VC américains travaillaient avec la Silicon Valley Bank aussi. Donc ça vous montre un petit peu. Aussi d'autres choses, hein. 70% des projets solaires américains, d'accord, qui avaient un pool de financement, il y avait la Silicon Valley Bank dans le pool. Alors pas forcément en leader du pool d'investissement, mais ils étaient là. Donc c'est une banque qui était dans beaucoup de secteurs un petit peu, on va dire, nouveaux, ont des complexités qui sont propres. Et effectivement, pour tous ces secteurs, ça peut vouloir dire que le flux d'investissement, il va se tarir un peu plus, parce que c'est vrai que quand vous êtes une biotechnologie, par exemple, ben, ça va être difficile pour un banquier classique de Bank of America de juger de la qualité de votre actif, en fait. De savoir est-ce que votre molécule elle a de la chance d'arriver, est-ce que vous pouvez lever du capital, etc. Et c'est là où, entre guillemets, ces banques de spécialité ont un talent qui est propre et où, effectivement, si elle fait vraiment faillite totalement et que tous les employés sont dispersés et puis que ça disparaît, ça peut poser un problème dans l'innovation de long terme des États-Unis parce que les banquiers de la Silicon Valley Bank avaient des compétences précises sur certaines typologies de métiers nouveaux qui leur permettaient de faire le travail bancaire. Et j'ai rien contre le banquier de quartier, mais le banquier de quartier, il s'est financé un restaurant, une boulangerie, des choses comme ça. Mais quand vous rentrez dans une société de software as a service avec du revenu récurrent annualisé, quand vous rentrez sur des parcs éoliens, des choses comme ça, vous êtes sur d'autres typologies de produits et il faut plutôt des gens spécialisés. Mais en France, vous avez aussi ça. Vous avez la chance qu'on a, entre guillemets, en France, c'est que les banques dites de spécialité, elles ont été incorporées dans des grands réseaux. Mais par exemple, si vous allez à Cannes ou si vous allez à La Rochelle, etc., il me semble que le réseau, c'est BPCE qui a acheté ça, mais vous avez la banque des bateaux. Alors, c'est pas la banque navale ou je sais plus trop quoi, mais il y a un truc comme ça. Et leur spécialité, c'est quoi? C'est de faire des crédits pour l'achat des bateaux, d'assurer les bateaux, etc. Pourquoi? Parce que forcément, le boulot d'assurance d'un bateau, le boulot d'un crédit d'un bateau, la compréhension du modèle des acteurs de la plaisance, c'est un truc très atypique qu'une banque traditionnelle ne peut pas faire. Donc forcément, généralement, dès que le métier est un peu complexe, vous créez des banques plus ou moins spécialisées. Pareil, en France, la BPI est une banque un peu de spécialité. Vous en avez d'autres, vous avez la Transatlantique aussi, qui est une banque un peu de spécialité, qui est très arrivée ces dernières années dans la tech, etc. Enfin, il y en a une multitude, même si en France, on va dire que l'ampleur des banques de spécialité est largement plus limitée qu'aux États-Unis, quoi. Donc la tech française n'a pas forcément à s'inquiéter pour l'instant. Bah, alors en fait, il peut y avoir un mécanisme de transmission des VC américains qui vont avoir du mal à lever du capital, etc., vers les VC européens, ça c'est possible. Après, ce mécanisme-là, la vitesse à laquelle il va aller, ce genre de choses, ça me paraît un peu compliqué. Et la tech européenne était déjà un peu en difficulté parce que les boîtes européennes sont moins matures, donc elles sont moins proches des cash flows que les boîtes américaines, etc. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué pour la tech européenne et ça va mettre encore une petite pierre dans le sac à dos de nos licornes qui vont devoir monter la montagne avec un peu plus dans le sac à dos. Mais je pense pas que ça soit un truc systémique. Par contre, et effectivement, il existe un truc qui peut être dangereux, et ça explique la même chose, c'est pourquoi il faudrait absolument que la Silicon Valley Bank soit reprise, c'est que la Silicon Valley Bank, elle a beaucoup de ce qu'on appelle des API. Donc en fait, les API, c'est quoi? C'est des bouts de programme qui permettent à beaucoup d'acteurs du logiciel de se connecter à la Silicon Valley Bank et de faire des choses. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple, mais la majorité des gens qui utilisent les nouveaux outils pour faire de la paye automatisée, etc., et ben aux États-Unis, les grandes startups qui font de la paye automatisée, en gros, 25-30% des payes
passe par les API de la Silicon Valley Bank, parce que c'est considéré comme les meilleurs API du secteur bancaire aux États-Unis. C'était une banque qui était très tech, etc. Et ça, effectivement, ces systèmes d'API, ça peut plus gêner les boîtes européennes parce que vous pouvez l'utiliser même si vous êtes, entre guillemets, pas client de la SVB, ce genre de choses. Parce que vous allez juste faire transiter votre argent pour des questions d'API disponibles. Et c'est vrai qu'en plus, chez nous, en France, les API des partenaires bancaires sont généralement très, très mauvaises. Y a peu de choses qu'on réussit à avancer. Et la Silicon Valley avait des choses très, très correctes. Mais en Europe, ce risque-là est quand même tempéré par le rachat de la filiale anglaise qui a été rachetée par la HSBC qui va mettre 2 milliards et qui a dit qu'elle allait reprendre les API. Et donc, si vous êtes client API de la Silicon Valley Bank en Europe, généralement, vous travaillez avec la filiale anglaise de la Silicon Valley et pas avec la filiale américaine. Après, ça dépend de votre volume, ça dépend de la manière dont vous travaillez, etc. Mais effectivement, sur ces API, il peut y avoir des petites problématiques. Pour donner un exemple qui parlera à tout le monde, Etsy, la marketplace, ils payent les revendeurs à travers leur marketplace, à travers l'API de la Silicon Valley Bank. Donc en fait, ils ne peuvent plus payer les gens s'ils n'ont pas accès à l'API. Alors voilà, je pense que s'adapter, même si demain la Silicon Valley Bank meurt totalement sur ses API, ça sera complexe, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, mais ça peut se faire sous 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il y a d'autres API qui existent. Ça demandera de l'urgence. Encore une fois, les plus gros seront sûrement les plus avantagés par rapport aux petits. On l'a vu chez Shopify qui propose déjà de dire on vous ouvre des lignes de crédit, etc. Voilà, on vous posera pas de questions parce qu'ils ont beaucoup de cash. Et donc forcément, quand vous êtes une société qui fait des sites e-commerce, enfin qui fait des logiciels pour faire des sites e-commerce et qui les propose aux autres, plus vous allez être grand, plus vous allez pouvoir aider vos e-commerçants sur cette problématique de la SVB. Et plus techniquement vous allez gagner des clients, avoir une relation qui va être bonne, etc. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Il va y avoir beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants, mais globalement, ça va au-delà juste du simple aspect bancaire. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de contagion, parce que s'il y a vraiment une contagion et qu'après on va sur la First Republic, sur machin, sur le Crédit Suisse, les CDS sont montés très fortement. Et si on commence à avoir ce genre de choses, à ce moment-là, ça peut aller très loin, parce qu'en fait, même si en Europe, on aime bien se gargariser, dire que on a mis des règles prudentielles très élevées, etc., qu'on est très dur. Si demain vous avez Crédit Suisse qui commence à faire faillite, puis une autre banque, en fait, il faut savoir que le système bancaire, c'est un peu tout le monde se tient par la barbichette. On est tous liés aux voisins. C'est pas la BNP dans son coin, la Société Générale. Et donc quand vous commencez à avoir des acteurs qui commencent à plus faire confiance, quand vous avez des crédits avec ces acteurs-là, vous voulez qu'ils vous remboursent. Quand vous êtes sur des deals avec ces acteurs-là, vous dites ah ouais, mais peut-être que je voudrais sortir du deal, etc. Et là, le truc devient quasiment ingérable. Et surtout, là où ça se voit généralement assez rapidement, c'est sur un sous-mécanisme du marché qui s'appelle les taux interbancaires. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, les banques, elles ont besoin d'avoir du cash et elles arrivent à avoir généralement 30 jours de cash, 60 jours pour les meilleurs. Mais des fois, elles n'ont pas ça en cash, mais elles ont des taux, de la dette à 2 semaines, à 1 semaine, qui vont être dans des échéances très courtes, mais elles n'ont pas forcément le cash. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on va sur ce marché interbancaire et par exemple, la BNP peut dire à la Société Générale lundi matin, j'ai besoin que tu me prêtes 500 millions parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent de l'argent, je te les rends le mardi matin. Ce genre de choses. Ça peut être sur des moments de marché extrêmement courts. Sauf que si la confiance n'est plus là, à ce moment-là, les choses ne se font plus. Et là, vous avez un domino qui redémarre. Parce qu'en fait, si la Société Générale dit à la BNP, je ne te prête pas pour les 500 millions d'euros le lundi, ça veut dire que le lundi, la BNP doit trouver ses 500 millions. Donc, elle est obligée de vendre des actifs. Il n'y a pas forcément la contrepartie sur le marché, etc. Ça va peut-être l'obliger à réaliser des pertes. Et là, vous vous rendez compte que le truc un peu s'auto-alimente, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseilles à tes lecteurs qui sont pour beaucoup positionnés sur des valeurs de la tech pour se protéger ? Alors, pour se protéger, vous avez plusieurs choix. Déjà, soit vous êtes vraiment un investisseur de très long terme
Et il faut bien vous dire que ces problématiques-là, ça arrive. On voit tous 2008, mais on oublie de se dire que depuis 2008, on a quand même subi 2008. Après, on a subi la crise en 2011 avec Trichet qui a raté son mouvement sur les hausses de taux. D'accord. On a subi après la crise de la Grèce, etc. Et on pourrait en citer une dizaine. Et pourtant, le marché, il a continué à monter. Donc, si vous êtes un investisseur de très long terme, ce qui vous intéresse, c'est de se dire, est-ce que mes compagnies vont pouvoir profiter de cette chose-là? Est-ce que même si elles vont baisser peut-être en valeur, est-ce que ça va tuer des concurrents à elles? Donc, dans la reprise, elles iront plus loin. C'est tout ce mécanisme de création d'entreprise que vous avez. Ça, c'est si vous êtes un investisseur à 10 ans, ce genre de choses, vision entreprise. Ce qui vous intéresse, c'est le développement du produit de l'entreprise, etc. Et le cours de bourse à l'instant T, c'est une péripétie de l'histoire. D'accord. Voilà. N'oubliez pas, Berkshire Hathaway, c'est les plus riches du monde. Et pourtant, ils ont eu leur cours de bourse qui s'est effondré de plus de 50%, plus de 8 fois dans leur histoire. Donc ça arrive à tout le monde. Et on pourrait citer Amazon, etc. Enfin, voilà, ça arrive. La question, c'est est-ce qu'il y a un potentiel de rebond pour être le plus sécurisé possible, toujours être dans de la diversité, parce que si vous investissez dans la tech et que vous prenez 10 valeurs et que vous vous dites, ouais, dans ces 10 valeurs-là, je suis sûr d'avoir le prochain Amazon, voilà, ça paraît un peu compliqué. Si vous avez déjà 40, 50 valeurs, ça paraît peut-être que vous allez avoir 2-3 Amazon dedans ou des équivalents, etc. Au global, vous ne ferez pas la même performance que si vous avez 10 valeurs et que vous avez 3 Amazon dedans. Et si vous voulez, la chance est plus de votre côté quand vous avez 50 chevaux que quand vous en avez 10. Quoi. Donc déjà, on essaye de travailler comme ça quand on est investisseur tech là-dessus. Si vraiment on est sur des horizons de court terme, la possibilité, c'est de vendre un peu de ses valeurs et d'edger son portefeuille en achetant des taux. Parce que vous pouvez acheter des obligations à l'heure actuelle qui vous offrent du 6-7% de rendement. Et en fait, les choses sont assez simples. Soit vous allez capter la valeur de l'obligation, et si vous achetez des obligations à un an, bah vous vous dites je vais capter 7% sur cette année, et puis voilà. Soit vous vous dites ok, la crise peut s'envenimer, mais si la crise s'envenime, bah en théorie, les banques centrales seront obligées d'agir, donc les taux vont baisser, donc la valeur de mes obligations va monter, et ça vous fait entre guillemets un hedge contre la perte des valeurs tech, sans pour autant vous mettre sur du short Nasdaq ou des choses comme ça qui peuvent vous pouvez toujours prendre des portes de saloon. Là, vous êtes positionné comme sur une action. Si vous achetez une obligation et que vous la tenez jusqu'au bout ou que vous la vendez si elle a fait du profit, si vous voulez, vous n'avez pas de notion de mon coût pour shorter, si ça se passe mal, que je veux reconduire mon short, ça va me coûter de l'argent, etc., etc. Et ça, c'est toujours le risque quand on short. Quand on veut shorter sur des horizons très court terme, une semaine, 2 semaines, ça va. Mais dès qu'on est sur des horizons un peu plus long terme, bah, le coût du capital sur le short peut être important et les choses peuvent assez mal se passer, même si vous avez raison. Merci beaucoup à Arthur pour toutes ces réponses. Je rappelle que tu es en live tous les mercredis à 17h30 pour la bourse au quotidien. Donc j'invite ceux qui nous regardent à s'abonner à la lettre en cliquant sur le bouton qui apparaît sur l'écran. Et pour découvrir les 5 valeurs choisies par nos experts pour doubler votre PEA en 2023, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.